Et si l'aide censée sauver des enfants devenait leur condamnation silencieuse? À Ouagadougou, capitale burkinabé assaillie par la chaleur, une file interminable de familles s'étire, épuisées sous un soleil de plomb. L'air, chargé de poussière, semble vibrer sous la tente. Des mères au visage creusé par la faim serrent contre elles leurs enfants brûlants de fièvre. L'espoir s'effrite à chaque minute d'attente. Certains enfants pleurent doucement, d'autres, trop faibles, restent immobiles. Dans la foule, la solidarité se manifeste parfois. Une femme partage un peu d'eau avec sa voisine, un vieil homme distribue quelques galettes de mil qu'il a gardées précieusement. Mais l'inquiétude est palpable. Certains patientent depuis plus de 3 jours, sans nourriture ni médicaments. Des familles ont parcouru des dizaines de kilomètres à pied, traversant des villages brûlés par la sécheresse ou menacés par les groupes armés. Tout le monde attend une aide internationale promise depuis des semaines, mais invisible, annoncée à grand renfort de communiqués et de conférences de presse, mais dont la trace se perd une fois les projecteurs éteints. Les regards se croisent, cherchant une réponse, une main tendue, alors que la rumeur enfle. Quelque chose ne tourne pas rond. Des murmures circulent. Certains disent avoir vu des camions de riz, d'autres jurent que les médicaments sont arrivés puis mystérieusement disparus. Au milieu de cette foule, un homme observe en silence Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso. Il a seulement 35 ans, mais refuse le confort de son palais. Il est venu voir, de ses propres yeux, si l'aide parvient vraiment à ceux qui en ont désespérément besoin. Sa démarche rappelle celle de certains leaders africains du passé, comme Thomas Sankara, qui n'hésitaient pas à descendre dans la rue pour ressentir la souffrance de leur peuple. Mais ici, l'enjeu est plus grand encore. Il s'agit de la survie immédiate de milliers de personnes. Ce qu'ils découvrent glace le sang. Derrière des portes verrouillées, là où l'aide devrait sauver des vies, des responsables détournent vivres et fonds. Ils rinent, se partagent des liasses de billets, planifient dans des achats de luxe, alors que dehors, chaque sac de riz volé condamne un enfant de plus. Ces scènes rappellent des scandales similaires ailleurs. En Somalie, en Haïti, au Soudan du Sud, des millions de dollars d'aide ont été détournés par une minorité corrompue, laissant les populations vulnérables derrière. Face à cette trahison, Ibrahim Traoré se retrouve devant un choix: détourner les yeux, comme tant d'autres avant lui, ou affronter de front ce système corrompu, au risque de tout perdre. Ici, la corruption n'est pas une idée lointaine. Elle a des visages, des noms, et surtout elle tue. Comme lors de la famine au Nigeria dans les années 80, où des tonnes de vivres se sont évaporées sans jamais atteindre les plus démunis, l'histoire semble se répéter. Refuser d'agir, c'est abandonner les innocents et sacrifier la dernière parcelle de confiance dans l'aide humanitaire. La solidarité internationale n'est-elle qu'une illusion? Ou faut-il enfin qu'un homme ose briser le silence et bouleverser les règles du jeu? Cette question résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle concerne chaque citoyen, chaque donateur, chaque responsable politique qui croit encore à la possibilité d'un monde plus juste. Mais comment Ibrahim Traoré a-t-il trouvé le courage d'agir là où tant d'autres se sont tus? Son choix va bouleverser le destin non seulement de son pays, mais aussi l'image même de l'aide internationale. Pour comprendre cette décision, il faut remonter à son propre passé. Soldat confronté à l'injustice, enfant ayant connu la faim, il a juré de ne jamais trahir ceux qui comptent sur lui. Derrière chaque révolution se cache une promesse éclatante et un poids insoutenable. La promesse de changement, mais aussi la peur de l'échec. Dans l'histoire récente, de nombreux dirigeants ont tenté de s'attaquer aux réseaux de corruption sans parvenir à les démanteler complètement. Mais parfois, une simple action, menée au bon moment, par la bonne personne, suffit à enclencher une dynamique irréversible. Au Burkina Faso, la poussière ne parvient plus à voiler la détresse. Ici, chaque jour, la survie se gagne dans la sueur et l'angoisse, sous une sécheresse implacable, une pauvreté étouffante et la violence des conflits qui saignent les villages. Les écoles ferment, les marchés se vident, les enfants, qui devraient courir et jouer, se battent pour un quignon de pain ou quelques gorgées d'eau. Ibrahim Traoré, à peine âgé de 35 ans, cristallise l'espoir d'un peuple à bout de force. Il n'a pas conquis le pouvoir par les urnes, mais par une révolution jaillie de la colère, brandissant le rêve de justice de millions de Burkinabés meurtris. Cette accession au pouvoir rappelle la prise de pouvoir de Jerry Rawlings au Ghana, qui avait promis de restaurer l'intégrité dans un pays rongé par la corruption. Les attentes sont immenses, la pression colossale. Depuis Ouagadougou, une question lancinante hante les esprits. Que vaut en vérité la promesse de l'aide internationale? Des organisations venues des 4 coins du globe ont juré d'apporter des millions pour nourrir les affamés, soigner les malades, relever les ruines,
Des sommes vertigineuses capables, sur le papier, de transformer la réalité, d'inonder les dispensaires de médicaments, de remplir les greniers de céréales. Mais dans les rues, la misère hurle encore. Les camions de riz attendent derrière des barrières verrouillées. Les stocks de médicaments fondent comme neige au soleil. Des familles les patientent dans des jours entiers devant des centres de distribution silencieux où personne ne vient jamais. Les signaux d'alarme s'accumulent, les promesses s'évaporent. Dans les villages reculés, des chefs de famille s'y témoignent. Nous avons vu passer les convois, mais rien n'est arrivé. Les radios locales relaient l'inquiétude. Les ONG, interrogées, se murent dans le silence ou invoquent des retards logistiques. Comment expliquer ce gouffre béant entre l'argent promis et la souffrance qui s'étend ? Qui profite réellement de cette manne internationale quand sur le terrain, les enfants dépérissent et les mères mendient un simple comprimé ou un bol de riz ? L'histoire fourmille d'exemples. En 2018, au Yémen, une enquête de l'ONU a révélé que près de la moitié de l'aide alimentaire n'atteignait pas les bénéficiaires visés. En Haïti, après le séisme de 2010, des milliards de dollars ont été promis, mais la majorité de la population attend encore la reconstruction. Dans ces rues, la réputation des dirigeants se joue, tout comme la confiance envers l'humanitaire. À chaque retard, à chaque soin absent, c'est la crédibilité du président qui chancelle et celle d'un système censé protéger les vies, non les trahir. Les rumeurs de détournement minent la cohésion sociale, la colère gronde. Pour Ibrahim Traoré, l'heure n'est plus au discours. Face au scandale grandissant, une évidence s'impose. Il doit voir de ses propres yeux, sentir de près la détresse et agir avec autorité. Ce matin-là, sans prévenir, il quitte son bureau pour affronter la vérité brute du terrain. Il laisse derrière lui les conseillers inquiets, les dossiers en suspens, pour rejoindre les files d'attente. Il s'approche d'une mère, Fatimata, dont la fille Aminata, à peine âgée de 5 ans, lutte contre la fièvre. Ce geste, en apparence simple, va faire trembler l'ordre établi. Car derrière les murs d'une grande organisation caritative, le président ne va pas seulement découvrir des stocks oubliés ou des registres falsifiés. Il va mettre à nu le cœur du mécanisme corrompu et ouvrir une brèche dans la forteresse de l'impunité. Mais même pour un président, défier le système opaque de l'aide n'est pas sans risque. Très vite, ton Traoré va se heurter à des résistances féroces, visibles et invisibles. Les responsables des ONG, souvent protégés par leur statut international, multiplient les obstacles administratifs et menacent de couper l'aide si l'on ose toucher à leurs privilèges. Quand la vérité éclate, les masques tombent. Ibrahim Traoré franchit la porte du bureau feutré, laissant derrière lui la rumeur d'enfants affamés. 5 responsables caritatifs, figés autour d'une table de bois luxueuse, s'interrompent brutalement. Sur la nappe, des liasses de billets, des contrats gribouillés, des bouteilles de vin étrangers, autant de symboles d'une mission trahie. La scène évoque les grandes affaires de corruption qui ont entaché l'UNICEF en Sierra Leone ou le programme pétrole contre nourriture en Irak. Les documents falsifiés s'amoncellent, révélant des sommes colossales détournées. Factures gonflées, signatures trafiquées, chaque page raconte le vol méthodique des ressources destinées aux plus démunis. Les responsables échangent des regards fuyants. Les voix se teintent d'une nervosité sourde. Un d'eux tente de dissimuler une enveloppe sous la table. Un autre efface précipitamment des messages sur son téléphone. Ibrahim n'est pas venu négocier. Il réclame des comptes, droit dans les yeux. Où est l'aide ? Pourquoi les entrepôts débordent alors que dehors la file ne cesse de s'allonger ? Les caritatifs tentent de se justifier. L'un, froidement, évoque leur immunité diplomatique. Un autre menace « Si vous touchez à nos opérations, des sanctions internationales frapperont votre pays ». Une troisième responsable, plus habile, tente de gagner du temps en invoquant des problèmes de douane et de logistique. Le chantage est direct, glaçant. Ces organisations, même à des milliers de kilomètres de leur capitale, imposent leurs lois. Le troisième responsable ose. Sans eux, le Burkina Faso serait rayé de la carte de la coopération. Leur arrogance semble sans limite. Ils se croient au-dessus de tout. C'est une situation fréquemment rencontrée dans les pays dépendants de l'aide extérieure, comme le Cambodge dans les années 2000, où toute remise en cause du système entraînait une suspension immédiate des fonds. Ibrahim hésite, une seconde suspendue. Défendre son peuple ou céder devant ces puissances occultes. S'opposer, c'est risquer l'isolement, la perte du peu de soutien international, devenir la cible des médias mondiaux. Céder, c'est condamner les enfants à la faim, les malades à la mort silencieuse. Le dilemme est absolu, tout perdre ou tout gagner. Il pense à ses propres enfants, à sa mère, à tous ceux qui n'ont que leur dignité pour survivre.
Il tranche, Ibrahim ordonne l'arrestation immédiate des responsables corrompus. Les policiers entrent, menottent les détourneurs sous les cris d'indignation. Il exige l'ouverture sans délai des entrepôts. Les portes cèdent et révèlent des montagnes de riz, de médicaments, de lait en poudre, tout ce qui aurait dû sauver des vies, abandonné par égoïsme et avidité. Les images de cette scène font le tour du pays. On voit des policiers sortir des cartons de médicaments, des sacs de riz entassés jusqu'au plafond, des registres falsifiés. Le peuple témoin retient son souffle. La justice descend enfin dans la rue, concrète, implacable. En quelques heures, la peur change de camp. Les enfants mangent, les malades retrouvent l'espoir. Les regards se transforment, la confiance renaît, le respect s'impose. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, l'ambiance change. On chante, on danse, on remercie celui qui a osé braver les puissants. Mais le prix de la justice ne tarde pas. Les réseaux d'influence réagissent aussitôt. L'Occident observe, furieux, incrédule, les médias s'emparent de l'affaire. Pour une fois, la vérité l'emporte sur la politique. L'ambassadeur d'un grand pays européen demande des explications, les ONG publieront des communiqués embarrassés. Des débats houleux éclatent sur les plateaux télévisés. Qui contrôle vraiment l'aide internationale ? La suite ? Chaque geste de justice provoque une onde de choc. Qui soutiendra le Burkina Faso ? Qui s'y opposera et quelles nouvelles alliances naîtront de cette rupture ? Certains pays africains, fatigués de l'ingérence et des scandales, offrent leur soutien. D'autres, dépendant des mêmes réseaux, hésitent à s'engager. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags de soutien apparaissent, des pétitions circulent. La tempête politique ne fait que commencer. Ibrahim, désormais exposé, doit choisir ses alliés et préparer son peuple à un avenir incertain. Il convoque un conseil de crise, consulte les anciens chefs coutumiers, sollicite l'avis des jeunes. Il sait que la moindre erreur peut être fatale, mais il refuse de reculer. Le courage d'un homme isolé peut-il fissurer l'armure d'un système corrompu à l'échelle mondiale ? L'histoire nous offre des exemples inspirants. Nelson Mandela, seul contre l'apartheid, Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente du Libéria, face au réseau de prédateurs. Mais aussi des tragédies, comme celle de Patrice Lumumba, trahi par ceux qui auraient non dû le soutenir. Quand la vérité éclate, le monde entier suspend sa respiration. Les premières réactions officielles, venues des grandes institutions internationales, ne sont que dénégations gênées et justifications bancales. Derrière les portes closes, des diplomates tentent d'en d'étouffer l'affaire, pressant Ibrahim Traoré de se taire au nom de la stabilité et des alliances. On lui propose des compromis, des aides conditionnées, des promesses de réformes futures. Mais sur les réseaux sociaux, l'indignation explose. Des millions de voix, du Sénégal jusqu'au Brésil, de la France au Nigeria, se lèvent dans un même élan de solidarité. Les images de Fatimata et d'Aminata, enfin hors de danger, deviennent les icônes d'une résistance digne. On partage leurs sourires, leur histoire, et bientôt le hashtag Justice pour Burkina fait le tour du globe. La vidéo d'Ibrahim affrontant les responsables corrompus s'infiltre dans chaque foyer, de la banlieue parisienne au village perdu du Sahel. Cet acte de bravoure ouvre la brèche. Des lanceurs d'alerte, jusque-là réduits au silence par la peur ou le chantage, prennent la parole. Ils révèlent que ce scandale du compound n'est qu'un fragment du problème. Des détournements similaires ont sévi au Congo, en Haïti, dans l'est de l'Europe. Les enquêtes indépendantes se multiplient, révélant l'étendue de la corruption tapie dans plusieurs organisations humanitaires réputées inattaquables. Des journalistes d'investigation publient des dossiers accablants. Les donateurs exigent des comptes. Au Burkina Faso, la transformation est immédiate. Sur ordre du président, la distribution de l'aide reprend dans l'urgence. Fatimata et Aminata, les enfants qui ont bouleversé Ibrahim, reçoivent enfin les soins et l'attention qu'ils méritent. L'espoir se propage. Devant le compound, les files d'attente se résorbent, les familles repartent avec du riz, des médicaments et ce sentiment inédit que la justice a repris ses droits. Des témoignages affluent. J'ai reçu pour la première fois un sac de riz entier, raconte un père de famille. Mais le souffle du changement ne s'arrête pas aux frontières. Portés par l'exemple d'Ibrahim, des citoyens et dirigeants de tout le continent africain lancent un cri collectif pour la transparence et la souveraineté. Au Mali, au Niger, en Guinée, des mouvements citoyens réclament la fin du pillage maquillé en charité. Les jeunes, leur téléphone à la main, veillent désormais sur chaque cargaison, chaque promesse, chaque euro collecté. Pourtant, la tension demeure. Si cette vague de réformes échoue, les profiteurs pourraient revenir en force et plonger des générations entières dans la souffrance et la résignation. Tout se joue maintenant. La lumière peut encore percer les filets du système, où l'obscurité de l'injustice s'épaissira sans retour.
Un acte héroïque, aussi puissant soit-il, ne suffit pas à anéantir les racines du mal. Il faudra repenser les règles, reconstruire les institutions et garantir que la dignité des plus vulnérables, une fois restaurée, ne soit plus jamais sacrifiée. Mais la tempête ne s'apaise pas. Tandis que les regards du monde sont tournés vers le Burkina Faso, une question cruciale reste en suspens. La vérité peut-elle survivre à la contre-attaque des puissants ? L'histoire montre que les puissances menacées par la vérité ne reculent devant rien. Campagne de désinformation, pression économique, manipulation diplomatique. Mais elle montre aussi que la transparence finit toujours par triompher, si elle est soutenue par une vigilance collective. La justice ne suffit pas. Il faut la défendre par des réformes concrètes, solides et audacieuses. Ibrahim Traoré n'a pas limité son action à la dénonciation. Dès le lendemain, il a convoqué un comité de surveillance du peuple, composé de citoyens ordinaires, d'anciens bénéficiaires et de journalistes. Ce comité a reçu un pouvoir sans précédent, superviser chaque phase de la distribution de l'aide avec un unique mot d'ordre, transparence absolue. Pour garantir cette transparence, chaque don, chaque sac de riz, chaque franc distribué a été rigoureusement tracé grâce à la technologie blockchain. Un registre public, consultable par tous, a été instauré. Il est devenu impossible de détourner ne serait-ce qu'un seul grain sans que cela ne soit immédiatement visible par la population. Cette innovation a déclenché une vague de réformes. À l'échelle nationale, de nouvelles normes se sont imposées. Contrôle local systématique, affichage public des stocks et des finances, audit citoyen en temps réel. Les rapports, auparavant confidentiels, sont désormais placardés chaque semaine sur les murs des mairies et publiés en ligne. Dans chaque village, des comités locaux surveillant l'arrivée et la distribution des vivres. La transparence n'est plus un idéal lointain, mais une exigence quotidienne. Et le mouvement a franchi les frontières. Plusieurs pays africains, confrontés au même tourment, ont adopté ce modèle burkinabé. Le centre d'aide de Ouagadougou, autrefois symbole de scandale, a été rebaptisé Centre Aminata, en hommage à la mère courageuse qui avait interpellé Traoré devant les caméras. Ce lieu est devenu une référence internationale, étudiée par des délégations venues du Rwanda, du Ghana, du Sénégal et même d'Europe. Mais la réforme ne s'arrête pas là. Dans les écoles, une pédagogie nouvelle s'est imposée. Chaque enfant apprend désormais la dignité, la responsabilité et le sens véritable du leadership. L'histoire d'Ibrahim Traoré s'enseigne non comme celle d'un chef providentiel, mais comme celle d'un peuple qui a choisi de ne plus se taire face à l'injustice. Les jeunes sont formés à déceler les signes de corruption et à agir dès qu'un doute apparaît. On leur enseigne que leur voix compte, que chaque geste honnête construit la nation. Malgré ces avancées, le risque demeure. Si la vigilance faiblit, si l'habitude ou l'oubli s'installe, la corruption renaîtra, plus discrète, plus insidieuse. La vigilance est désormais un devoir collectif, car la moindre faille pourrait tout faire vaciller. Mais la lutte contre l'injustice n'est jamais gagnée pour toujours. Un simple relâchement pourrait suffire à tout perdre. Alors, comment préserver ce fragile équilibre ? Pour répondre à ce défi, plusieurs mesures concrètes ont été mises en place. Premièrement, des plateformes de signalement anonymes ont été créées, permettant à chaque citoyen de dénoncer les abus sans crainte de représailles. Deuxièmement, des formations régulières sont organisées pour les fonctionnaires chargés de la gestion de l'aide afin de renforcer leur éthique et leur sens des responsabilités. Troisièmement, une collaboration étroite avec les médias locaux garantit une information indépendante et continue sur l'utilisation des fonds. Des exemples d'autres pays montrent que ces mesures sont efficaces. Au Rwanda, la tolérance zéro envers la corruption, associée à l'implication des citoyens, a permis une gestion plus juste de l'aide internationale. Au Chili, après le tremblement de terre de 2010, la transparence totale des dons a permis d'accélérer la reconstruction et de restaurer la confiance du public. Mais il ne suffit pas de copier des modèles venus d'ailleurs, chaque société doit inventer sa propre méthode, adaptée à son histoire, à ses défis et à ses ressources. Au Burkina Faso, cela signifie associer les chefs traditionnels, les associations de femmes, les groupes de jeunes, mais aussi les diasporas, qui jouent un rôle clé dans le financement de nombreux projets communautaires. Il suffit parfois qu'une seule personne ose regarder l'injustice en face pour bouleverser le destin d'un peuple. C'est ce qu'Ibrahim Traoré a accompli lorsque tout semblait perdu pour le Burkina Faso. Au lieu de détourner les yeux comme tant d'autres, il a pris la parole, dénoncé l'inacceptable et affronté les puissances complices. Son courage n'a pas seulement secoué une institution, il a fissuré un système entier fondé sur le silence et la peur.
À Ouagadougou comme à l'étranger, il a montré que la détermination d'un seul peut défaire des réseaux de corruption, rendre espoir aux oubliés et rallumer la confiance dans l'action collective. Désormais, l'exemple d'Ibrahim dépasse le simple récit d'un homme. Il pose une question brûlante à chacun de nous. Que faisons-nous lorsque l'injustice frappe à notre porte? Laisser passer cette histoire sans réagir, c'est accepter que chaque don puisse être volé, chaque promesse trahie, chaque vie sacrifiée dans l'ombre de notre indifférence. Son héritage est un défi lancé à notre conscience. Rester spectateur, c'est laisser la honte remplacer la solidarité, c'est donner raison à ceux qui profitent du silence général. Mais chaque geste, même discret, compte. La vigilance, le courage de demander des comptes, le refus de la résignation, voilà ce qui enclenche les réformes les plus profondes. Imaginez un instant que chacun d'entre nous, inspiré par ce genre d'exemple, refuse la corruption et l'injustice là où il vit. Ce serait le début d'un bouleversement irréversible, celui où la dignité humaine triomphe enfin sur les intérêts égoïstes. Alors, à vous qui entendez ce récit, posez-vous la question: quelle injustice ai-je tolérée par facilité? Où puis-je agir aujourd'hui, même à mon échelle? L'histoire d'Ibrahim Traoré nous le rappelle. Tout changement durable commence par une décision simple, refuser de détourner le regard. La dette de la question est donc élégamment close. Face à l'injustice, le choix appartient à chacun et le refus du silence est la première victoire.